Alors nous ont rejoint Pierre Conessa, vous êtes historien, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, ce qui a priori vous classe parmi les espions d'ailleurs. Vous êtes l'auteur de La fabrication de l'ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi. Et dans le dernier numéro de la revue Medium, dirigé par Régis Debray, consacré au secret à l'ère numérique, vous avez écrit sur le secret d'État. Et puis Louis Caprioli, de 1998 à 2004, vous avez été sous-directeur chargé de la lutte contre le terrorisme à la DST, qui est devenue depuis la DCRI. Vous êtes aujourd'hui conseiller d'un groupe qui analyse, ou plutôt qui aide les entreprises, les protège quand elles s'installent à l'étranger, on va le dire comme ça. Est-ce que vous croyez à la surprise et à l'indignation des chefs d'État qu'on vient d'entendre là Alors l'indignation, oui, je l'entends bien, mais je pense que c'est une indignation hypocrite. Parce que si un chef d'État ignore que la NSA, c'est-à-dire les organismes qui dépendent de la NSA aussi, c'est-à-dire la CIA, la DEA, le Trésor américain, écoutent tout le monde, c'est à désespérer. Ça veut dire qu'il ne lit jamais, ou son entourage ne lit jamais les notes qui lui sont communiquées par la DGSE, par la DCRI. Il ne films américains qui Non, soyons plus sérieux. Hein, il a des services officiels et d'ailleurs le président, comme tous les autres présidents, dispose de quoi? De téléphones cryptés. Donc ils sont avertis que leurs communications peuvent être interceptées et c'est pour ça qu'ils ont ces fameux téléphones. Est-ce que nous-mêmes nous faisons la même chose avec moins de moyens que la NSA, mais est-ce qu'on espionne nous aussi nos voisins, nos amis? Bien sûr, de la France. Mais bien sûr, je pense que la DGSE, enfin j'en suis convaincu, la DGSE, la DCRI espionne, on recherche des renseignements. Si vous voulez, vous qualifiez l'espion en disant c'est une barbouze. Non, l'espion c'est quelque chose de noble pour moi. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui défend les intérêts stratégiques du pays. Et d'ailleurs, les Américains l'ont bien compris parce que après Desert Storm en 1990, ils ont décidé de faire quoi? Economy Storm. Et donc ils ont décidé que les espions américains, que ce soit Warren Christopher, que ce soit les patrons de la CIA, allaient défendre les intérêts économiques des Américains en espionnant les étrangers pour défendre les intérêts stratégiques, économiques, financiers des États-Unis d'Amérique. Pour une raison très simple, les Américains ont été largement espionnés par les Français, les Israéliens. Les Israéliens ont un membre, un agent qui, depuis 1987, est dans les prisons américaines, Pollard, qui espionnait au profit des services de renseignement militaire israéliens. Donc les Américains savent ce que c'est que l'espionnage et savent qu'ils sont eux-mêmes espionnés. Ce qui a changé, Pierre Conessa, ce qui a changé, c'est qu'on a toujours espionné tout le monde, mais ce qui a changé, c'est les moyens technologiques. Aujourd'hui, on a un véritable moyen de surveiller tout le monde. Oui, effectivement, c'est l'échelle technologique qui, effectivement, permet d'avoir une surveillance aussi globale. Alors, on n'a jamais surveillé tout le monde, c'était pas possible. D'ailleurs, ça n'a aucun intérêt de surveiller tout le monde. Et même aujourd'hui, je suis sûr que la NSA doit être une espèce d'immense taupinière dans laquelle vous avez des millions d'informations qui sont difficilement utilisables si on ne sait pas qui on surveille, dans quel but. Si effectivement on est dans une opération d'intelligence économique, on va surveiller une entreprise particulière sur un marché donné pour savoir quels sont les concurrents. Mais si on surveille le président Hollande ou Mme Merkel, je suppose que ce n'est pas pour de la lutte antiterroriste. Vous imaginez bien que si le président Hollande avait su que le président Obama allait changer d'attitude sur la Syrie, il ne se serait probablement pas retrouvé en terrain comme ça découvert, comme il l'a été. Donc vous voyez l'intérêt du renseignement politique. Donc on est sur une gamme, une palette où effectivement il y a quand même des individus qui sont plus ciblés que d'autres. Hélène Vasilina, l'Amérique se retrouve au banc de l'accusation, accusée d'espionner ses alliés, à la fois les chefs d'État, les entreprises, les particuliers. La NSA aurait collecté toutes les communications téléphoniques des Français depuis 2 mois. Qu'est-ce que vous dites de ça quand on... Moi, je dis que ce n'est pas nouveau. Je rejoins monsieur Attali aussi, qui a dit que, voilà, ce n'est pas nouveau. De toute façon, l'espionnage fait partie intégrante d'une politique de sécurité nationale. Nous avons des informations publiques qui indiquent que depuis 1978, suite aux écoutes de Watergate, écoutez, ça a commencé avec le Pfizer Court, etc. 2001, il y a eu donc un mandat où on pouvait espionner, écouter sans devoir demander quoi que ce soit, au nom de la sécurité nationale, n'est-ce pas? Et ensuite, chercher les terroristes là où ils se trouvent d'ailleurs. Donc, ce n'est pas nouveau. Tout le monde, c'est vrai, je vous rejoins, c'est dire qu'on est hypocrite à savoir, oh là là, on m'écoute, mais c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau.
Alors, si c'est pas nouveau, pourquoi est-ce que ça choque tant de gens? Jérémy Zimmerman. Il y a quand même là, il y a une vraie forme d'hypocrisie quand on voit les États-Unis se défendre en disant d'abord, ne nous inquiétons pas parce que ça ne concerne que les citoyens non américains, soit 98 et quelques % de la planète, et d'ailleurs c'est peut-être faux, c'est sans doute faux quand on voit l'espionnage des AT&T aux États-Unis. Vous voulez dire que la NSA espionne aussi les citoyens américains? Évidemment, on nous disait qu'il y avait... C'était 1972, ça a commencé bien plus tôt. On nous disait qu'il y avait 51% de chances que les gens soient non américains à partir du moment où on commençait à les espionner, c'est-à-dire lancer une pièce pile ou face plus 1%. Donc mais il y a une hypocrisie crasse où on nous dit voilà, c'est que les non américains et c'est que pour des raisons de sécurité, ce que vous venez de dire à l'instant, sauf que on vient de voir que c'est Petrobras tout entier, que c'est Alcatel-Lucent, que c'est des grandes entreprises et qu'il s'agit aussi d'espionnage économique. Et donc quand on justifie des textes législatifs en faisant peur à ces citoyens, en disant on va tous mourir sous le coup des bombes d'Al-Qaïda, donc on doit surveiller tout le monde pour nous protéger contre les terroristes, et qu'en réalité on fait de l'espionnage économique et que c'est les citoyens de la terre entière qui se font espionner, bah là il y a un problème. Et le problème, il vient du fait... Attendez, excusez-moi une petite seconde. D'accord. Bah alors, et donc si on avait tenu un raisonnement comme ça lors du vote des femmes, la légalisation de l'avortement ou de l'abolition de la peine de mort, vous comprenez qu'on n'en serait pas où on est aujourd'hui. Que tout le monde le fait, ce n'est pas une justification morale pour quoi que ce soit. Mais il y a une chose sur laquelle il faut revenir ici, c'est pourquoi c'est un problème d'être espionné? Parce qu'on part comme ça, l'espionnage. La protection de la vie privée, c'est un droit fondamental. Eh bien, pourquoi c'est un droit fondamental? C'est un droit fondamental parce que lorsque vous savez surveiller, vos comportements changent. Vous n'allez pas vous exprimer de la même façon, dire « mon patron est un con, on est gouverné par des bananes ». Vous n'allez pas vous exprimer de la même façon, vous n'allez pas faire usage de votre liberté d'expression de la même façon. Pareil, vous n'allez pas aller à une réunion d'un parti politique, vous n'allez pas appeler votre médecin pour demander un avortement ou une opération d'ici ou là, si vous savez espionner. Donc la protection de la vie privée, c'est essentiel à toutes les couches d'une société démocratique. Ensuite, lorsque vous dites « oh, ben moi de toute façon je m'en fous, j'ai rien à cacher » ou alors « c'est mes 5 minutes de gloire à la sauce Warhol », il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est que lorsque vous protégez vos communications, vous protégez aussi les communications de ceux que vous aimez. C'est-à-dire c'est vos enfants, par exemple, qui un jour auront demandé un boulot ou à entrer dans une administration. C'est vos amants si vous trompez votre mari ou votre femme. C'est vos sources si vous êtes un journaliste. Et donc la protection de la vie privée, c'est un écosystème. Et là, on le voit aujourd'hui en parlant à des journalistes, vous comprenez, tout le monde se dit « ah là là, c'est vrai, on a un problème ». Parce que si un jour, tout le monde sait qu'en allant contacter un journaliste pour lui envoyer des documents, pour lui dire qu'il y a un gouvernement qui est en train de mentir ou un patron qui commet des crimes, si tout le monde sait qu'il va se faire pincer, alors les sources vont se tarir. Et des journalistes feront plus de scoop. Et du coup, il n'y aura plus d'argent pour eux. Voilà. Oui, on est parti sur une partie de la conversation seulement qui est la surveillance par les États, la raison d'État. Oui, après, on verra les entreprises. Oui, mais ça n'est qu'une toute petite partie et c'est inséparable du reste. Parce que si on se scandalise à juste titre contre l'espionnage d'État, il ne faudrait pas accepter le reste, c'est-à-dire la gigantesque machine en place qui est une surveillance beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, beaucoup plus acceptée. C'est celle dont je parlais en disant le plus grand système de surveillance de tous les temps. Mais restons... Et qui est américain doublement, parce que c'est américain par les technologies et parce qu'il y a une concentration des capacités de le faire qui font que c'est de plus en plus américain. Mais tout le monde le fait. Mais si on reste uniquement sur la surveillance d'État, je pense que tout le monde le fait et qu'il est tout à fait illusoire d'imaginer qu'on réussira à l'empêcher. Parce que, comme toujours en matière de défense, le bouclier est moins fort que l'épée. Il faut essayer de se protéger, il faut créer des lois, mais il faut savoir que la meilleure façon de se protéger, c'est Woody Allen disait, ce document est tellement secret que vous êtes prié de l'avaler avant de le lire. Créer les conditions pour qu'on ne soit pas soi-même en situation d'exposer les choses. Et il y a bien des techniques pour que des conversations puissent secrètes, le reste, quand on sait ce qu'on risque en l'étant. Donc, ceux qui acceptent de courir ces risques le font consciemment, avec négligence ou pas, mais l'espionnage l'espionnage d'État ne touche que ceux qui sont assez stupides pour s'y laisser prendre. Le reste de l'espionnage global de notre société, ça c'est un engrenage qui ne fait que commencer, dans lequel l'Internet des objets va jouer un rôle énorme, c'est un tsunami qui arrive, et qui fera que ce dont on parle maintenant est dérisoire au regard de ce qui nous attend. Alors restons sur l'espionnage d'État pour l'instant. Flore Vasseur. Oui, enfin, moi je suis un petit peu surprise de vous entendre dire que les personnes sont conscientes d'être espionnées ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y a juste un énorme problème, c'est qu'il n'y a aucune, le citoyen moyen n'a aucune information sur la façon dont sont utilisées ces données et quels sont les moyens
pour que lui-même se protège. On fait des cours de sensibilisation à Internet pour pas aller toucher du contrôle parental ou des choses comme ça. Mais on n'apprend pas aux gens à se protéger. On n'apprend pas ce que c'est un vrai mot de passe qu'on craque pas. On n'apprend pas quels sont les logiciels qui permettent de protéger son surf, qu'est-ce qui permet d'effacer ses traces. Et c'est un peu ça le problème. Alors oui, il y a des lois, oui, il y a des trucs, mais la sensibilisation du citoyen, elle est pas faite. Et peut-être à juste titre. On verra ça tout à l'heure sur tout ce qui est pratique sur Internet, où toutes les entreprises, les grandes entreprises, les géants du net espionnent tout le monde et s'en servent à la fois pour renseigner les États, mais aussi pour leur propre compte et pour nous faire cracher au bassinet. Mais restons sur l'affaire de la NSA et particulièrement du traitement qui a été réservé à Snowden, qui a lancé l'alerte, qui nous a dit à tous, qui a dit à tous ces dirigeants européens, vous avez été espionnés par les Américains, et Snowden a demandé l'asile politique, personne ne le lui a donné. Quand on a cru qu'il était dans l'avion du président bolivien, on a interdit à l'avion du président bolivien de survoler la France. Aujourd'hui d'ailleurs, hier, François Hollande a dit que finalement l'affaire Snowden nous avait peut-être rendu service. Alors qu'en est-il exactement? Est-ce que là, Daniel Schneiderman, est-ce que la France et tous les pays européens d'ailleurs n'ont pas joué double jeu? Ça, je ne sais pas s'ils ont joué double jeu. Ce qui est frappant depuis le début de cette histoire, c'est le caractère toujours timoré des réactions françaises par rapport aux États-Unis dans l'affaire Snowden et tous ces développements. Depuis l'histoire effectivement de l'interdiction de survol, là, qui est absolument hallucinante. On n'a toujours pas su exactement ce qui s'est passé. C'est sans doute le haut fonctionnaire de permanence à Matignon cette nuit-là. Mais enfin, est-ce qu'il n'a pas demandé en haut lieu si l'avion de Snowden pouvait survoler la France? C'était l'avion du président bolivien. L'avion supposé, pardon. L'avion dans lequel on a interdit au président bolivien de survoler notre espace aérien. Bien sûr. Non, mais alors, de là, si vous voulez, jusqu'à la réaction ces derniers jours de Hollande, aux révélations qui sont quand même c'est extraordinaire d'avoir appris ça, de l'avoir appris avec ce degré de précision, l'ampleur du phénomène de l'espionnage, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle timidement Obama, on lui demande alors, mais alors est-ce que c'est bien vrai que? Mais non, pas du tout. Ah bon, ça va. Bon, et puis ensuite on va discuter à 28, on fait quelque chose, non, on fait rien. Il y en a deux qui sont plutôt pour faire un truc, puis les autres non. Enfin, je veux dire, je ne sais pas ce que craint la France. Enfin, tout ça donne quand même l'impression que la France craint quelque chose, craint de déplaire aux États-Unis. On ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas exactement de quelle rétorsion on a peur. Tout ça est quand même, vu de l'extérieur, très étonnant. Au sommet qui vient de se terminer, il y a eu une réaction conjointe franco-allemande très forte. Mais ce sont les Anglais qui se sont opposés absolument à ce que le sujet soit mis à l'ordre du jour. Très forte, on a dit, monsieur, on n'est pas très content. Voilà. Non, les Français et les Allemands auraient voulu que ça soit à l'ordre du jour, et en particulier que ce soit intégré au ce qu'on appelle le paquet numérique qui était en discussion hier matin. Mais les Anglais eux-mêmes sont, de ce point de vue, des représentants des États-Unis sur le continent européen et ont pour l'instant décidé de représenter les intérêts américains en Europe. On est quand même dans une hypocrisie absolument fascinante quand même. Interdire à un avion présidentiel de survoler le territoire, même pas de se poser. Le dernier épisode, c'était quand les Américains ont bombardé la Libye. Vous vous souvenez, en 89. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on croyait qu'il y avait deux avions. Et donc on pensait que Snowden était dans un deuxième avion. Mais qu'il y en ait deux ou qu'il y en ait trois, ça reste d'une indignité absolue. Et je rappelle quand même que Snowden n'est pas le premier cas. Il y a encore Assange qui est toujours dans une ambassade à Londres, enfermé, avec Scotland Yard devant la porte, alors que Assange a contribué aussi à révéler des ignominies fantastiques. Donc on est dans une situation où, en tant que démocratie, si vous avez un whistleblower, si vous avez quelqu'un qui vous raconte ce qui se passe dans les services de renseignement, il faut qu'il aille chercher sa liberté en Russie ou en Chine. Donc où sommes-nous exactement? C'est effectivement ce qui a fait. C'est un commentaire de Vladimir Poutine. D'ailleurs, on va regarder dans le cas d'Assange. Snowden, lui, est réfugié en Russie. Et Assange, voilà ce qui lui est arrivé.